Cette vidéo a été écrite et tournée en janvier 2020, avant que la pandémie SARS-CoV-2 ne prenne l'ampleur actuelle. Elle peut permettre par contre de mieux comprendre le modèle économique de la recherche médicale, un sujet d'autant plus important qu'en ce moment, une course contre la montre mobilise des centaines de milliers de personnes et des milliards de dollars pour trouver une solution médicale à cette pandémie. En 1952, une équipe de recherche dirigée par Gertrude Ilion découvre la molécule C12H13-CIL4, la pyrimétamine. Cette molécule sera utilisée dans des médicaments contre la malaria, contre la toxoplasmose et pour lutter contre les symptômes du sida. Elle devient rapidement incontournable, au point d'être inscrite dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Elle est commercialisée aux États-Unis sous le nom de Daraprim. I think I'm most proud of the fact that so many of the drugs have really been useful in saving lives. I've run into people whose lives have been saved, and the kind of satisfaction that you get from having someone come up and say, "My child had acute leukemia and your drug saved him." La molécule, utilisée depuis 70 ans, est si simple de production que des lycéens australiens ont pu produire un comprimé pour $2. Pourtant, lors de son rachat en 2015, le dirigeant de la société Turing Pharmaceutical augmente le prix de ce comprimé de 13 à $750. You can look away if you like, but I wish you could see the faces of people who cannot get the drugs that they need. And by the way, it's the taxpayers. Somebody's paying for these drugs. Quand j'achète un truc, généralement je le choisis, je l'achète et je le consomme. Tous ces jeux sont importants puisque c'est la même personne qui effectue toutes ces actions. Alors que le médicament que je consomme, lui, est prescrit par un médecin et est payé par un système de santé, qu'il soit public ou privé. Du moins, c'est comme ça que fonctionne le marché du médicament dans la plupart des pays. Les médicaments ne sont pas achetés directement par les patients, ou alors ils peuvent être remboursés par des systèmes de santé. Et il y a des raisons pour ça. D'abord, c'est un problème décrit par l'économiste Kenneth Arrow en prenant l'exemple des vaccins. Une personne refusant la vaccination prend non seulement un risque pour elle-même, mais également pour les autres. Dans un système de prix idéal, il devrait y avoir un prix que cet agent devrait payer aux autres. Ce qu'il dit, c'est que les non-vaccinés devraient payer pour les maladies qu'ils causent. Le système décrit par Kenneth Arrow est évidemment impraticable. Au lieu de ça, pour protéger sa population, un gouvernement peut chercher à abaisser au maximum le coût de la vaccination, voire même la rendre obligatoire. Le coût de ne pas se vacciner devient celui de ne plus pouvoir vivre aussi simplement dans la société. Cette volonté de prendre en charge la santé publique prend tout son sens quand on revient sur les conséquences dévastatrices de maladies contagieuses comme l'épisode de dysenterie de 1780 qui tue des centaines de milliers de Bretons, ou la grippe H1N1 qui, il y a 100 ans, tuait entre 50 et 100 millions de personnes, plus de 4% de la population mondiale. Face à la perspective de perdre sa vie, le médicament se révèle être le produit ultime, celui qui permet de la prolonger. Combien sommes-nous prêts à payer pour une année de vie en plus? Quelques dizaines d'euros ou des millions? Toutes ces raisons ne suffisent pas à expliquer la particularité du marché du médicament. En fait, il est difficile de parler de ce marché sans évoquer l'innovation et le droit de propriété intellectuelle. La molécule découverte par Gertrude Ilion, un temps utilisée pour soigner la malaria, n'est plus aussi efficace. Le parasite de la malaria, comme beaucoup d'autres virus et bactéries, peuvent développer des résistances. Et puis, de nouvelles maladies peuvent surgir à tout moment, comme Covid-19 en 2020. Le marché du médicament, ce n'est pas seulement celui du médicament présent, mais celui du médicament à venir. La recherche pharmaceutique est une course en avant. Toujours chercher, toujours trouver de nouvelles molécules, de nouvelles substances actives avec de nouvelles techniques en passant de la chimie à la génétique. Cette recherche demande des ressources importantes, des docteurs, des chercheuses, de longues études, des laboratoires. Pour financer tout ça, les industriels ont été autorisés à déposer des brevets sur les molécules qu'ils ont découvertes. Il s'agit là d'inciter à fournir ce travail de recherche et développement coûteux contre un monopole temporaire. Un monopole en économie, c'est le pouvoir de fixer des prix élevés sans que personne ne vende un produit similaire moins cher. C'est de cette manière que l'on récompense les découvertes, par un monopole temporaire de 10 à 15 ans. Les médicaments au prix élevé sont ensuite rendus accessibles pour les malades grâce au système de santé public ou privé des différents pays. Une fois que le brevet sur la molécule expire, une dizaine d'années plus tard, il est alors possible pour d'autres entreprises de reprendre cette molécule pour produire des médicaments génériques qui mettent fin au monopole. Permettre à des concurrents d'entrer sur le marché en ayant seulement à copier le médicament original leur permet de baisser les prix. Ce modèle de protection a accompagné un développement impressionnant de la médecine et de la pharmacologie, et la carrière de Gertrude Ilion l'illustre très bien. I think a lot of it has been hard work, a lot of it's been luck, but I think the original idea was right. And the thing that was so exciting, in addition to finding drugs, was the fact that we discovered so much about the biochemistry that led us on to make other drugs. The things we didn't understand at the beginning
You have to realize that in the 1950s, there was this great explosion of knowledge about DNA, the structure, the enzymes responsible for making it, and our compounds just fit perfectly into this whole scheme. À partir de variations de molécules de purine, l'équipe de Gertrude Ilion a découvert des traitements contre la leucémie, la goutte, l'herpès viral et des immunodépresseurs qui ont permis les premières transplantations d'organes. L'équipe de recherche travaillait au sein de l'entreprise pharmaceutique Burroughs Wellcome, qui est devenue aujourd'hui la 7e plus grosse firme pharmaceutique mondiale, sous le nom de GlaxoSmithKline après plusieurs acquisitions et fusions. Cette industrialisation permet alors la production de médicaments à grande échelle, au point où certaines maladies autrefois très fréquentes et mortelles sont éradiquées. La variole disparaît en 1980, 200 ans après l'invention de son vaccin. C'est peut-être bientôt le tour de la polio qui en 1980 paralysait 350 000 personnes par an contre 42 en 2016, ou de la rougeole, une maladie qu'il est possible d'éradiquer mais qui fait encore des dizaines de milliers de morts par an. La bonne nouvelle, c'est que encore aujourd'hui, on voit de nouveaux médicaments capables d'éliminer ou de supprimer les symptômes de maladies graves. Hépatite C, on ferme, c'est provocateur comme titre. C'est provocateur, c'est vrai dans les pays du Nord, notamment donc en France, aux États-Unis. On peut espérer une élimination dans les 5 à 10 ans qui viennent sur le territoire national. Les patients malades de l'hépatite C vivaient et mouraient depuis des années avec une maladie incurable aux conséquences graves. Stanislas Paul, hépatologue, explique qu'aujourd'hui la situation a radicalement changé. L'hépatite C est une maladie curable avec des traitements qui sont très bien tolérés, qui sont courts, 2 à 3 mois, et qui sont d'une incroyable efficacité. Le seul problème de ce traitement, c'est son prix. À sa sortie en 2014, le traitement Solvadi coûtait 41 000 euros. 41 000 euros pour guérir d'une maladie très invalidante et mortelle. Cette situation a mis plusieurs systèmes de santé publics en difficulté, devant gérer les prix élevés du médicament, la pression des associations de malades, les milliers de patients en ayant besoin et les contraintes budgétaires. En 2016, une association de malades accuse notamment Gilead, l'entreprise qui produit le Solvadi, de réaliser des produits abusifs à leurs dépens et au gouvernement français de rationner ce médicament. J'ai eu l'opportunité de discuter avec Lise Rochex, elle est économiste de la santé et responsable scientifique de Hospinomics, un organisme de recherche lié à l'assistance publique et aux hôpitaux de Paris. Le modèle initial, le modèle financier, le modèle d'affaires initial dans l'industrie, c'était ce qu'on appelait les blockbusters, c'est-à-dire des médicaments à spectre large qui permettaient de traiter des populations importantes, mais dont le prix, le coût de traitement était relativement peu élevé, avec, in fine, simplement du fait de la taille de la population, quand même des masses financières importantes et un rendement pour l'industrie qui était important. Dans les pays développés, la maladie change. Avec la quasi-disparition de maladies contagieuses graves ou fatales, les principales causes de mortalité sont dues à des maladies génétiques rares, à des cancers, à des maladies virales. Les maladies dites rares ne touchent individuellement que 5 personnes sur 10 000. Mais en additionnant les 5 à 8 000 maladies rares qui existent, on arrive à un très grand nombre de malades, autour de 5% de la population mondiale et 4 millions de personnes en France. Ces milliers de maladies différentes ont des causes, des symptômes, des pathologies qui n'ont rien à voir. Leur seul point commun, c'est qu'elles touchent moins de 5 personnes sur 10 000. Petit nombre de médicaments très innovants, mais très chers parce que ciblant une population de petite taille. Et toute la question qui se pose, c'est de savoir si le ciblage est un ciblage qui est effectivement lié à des considérants cliniques et justifié, ou est-ce que, de manière un peu artificielle, on fait un ciblage sur une population qui est suffisamment petite pour avoir un niveau de prix élevé. L'arrivée de ces nouveaux médicaments pose une question: comment fixer leur prix ? La solvabilisation, donc le fait qu'il y ait un tiers prenne en charge la facture, puisque le médicament de facto est gratuit ou presque gratuit, crée finalement une incitation pour l'industriel à produire des médicaments qui seront achetés, puisque c'est un tiers, l'assureur, qui les finance. En tout cas pour la France. Aux États-Unis, c'est tout à fait différent, mais en tout cas pour la France, le patient n'a pas, en règle générale, à payer le prix du médicament. Solvabiliser une demande, c'est rendre les personnes qui ont besoin d'un médicament capables de payer le prix demandé. L'idée, c'est que les systèmes de santé, en étant en mesure de payer des prix élevés pour traiter des patients, permettent d'abord une égalité des soins, mais aussi aux industriels de savoir que s'ils produisent un médicament efficace, même pour un petit nombre de personnes, ils pourront réaliser un profit en le mettant sur le marché avec un prix élevé. Le problème, bien sûr, c'est que les budgets des systèmes de santé ne sont pas illimités, et il y a des choix à faire qui vont influencer ou être influencés par le prix des médicaments. D'ailleurs, les négociations pour fixer ces prix sont assez compliquées. Il y a deux logiques. Soit effectivement on est sur un coût de production, comme on vient de le voir un instant, mais qui ne prend pas en compte tout un ensemble de coûts effectifs
comme celui de l'échec, soit on est sur la notion de valeur, c'est-à-dire qu'on décide de la valeur clinique d'un médicament, de la valeur collective de ce médicament, on décide de le rembourser, puis on fixe un prix. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un système en France qui définit le prix sur la base de la valeur. En France, la Haute Autorité de la Santé est chargée d'évaluer l'utilité du médicament à travers 2 critères. Le SMR, le service médical rendu, donc en gros, est-ce que le médicament est efficace? Est-ce que ça vaut la peine qu'il soit remboursé et à combien? Et puis l'ASMR. Amélioration du service médical rendu. Dans ce cas, on se demande si le médicament apporte un progrès par rapport au traitement déjà existant. Le Sovaldi est un bon exemple. Son ASMR est impressionnant et pourrait, avec ces critères, justifier un prix élevé. Mais ce n'est pas la seule manière d'aborder le prix d'un médicament. Faut-il aller vers un système du type de celui qui existe en Grande-Bretagne, où effectivement on est plutôt sur une tarification au coût, avec un taux de profit raisonnable qui est laissé au laboratoire. Mais c'est un système très très différent de celui qui prévaut en France. Ça pourrait paraître plus logique et simple comme ça, mais dans la pratique, quand les entreprises pharmaceutiques sont des multinationales qui commencent les recherches là où d'autres les avaient laissées, qui testent 5, 10 ou 100 molécules en même temps, mettre un coût sur chaque étape de production pour un seul médicament devient quasiment impossible. Et pourtant, malgré les critères français a priori plus généreux, les prix des médicaments sont généralement les plus bas en Europe. Et les dépenses en médicaments sont stables. La plupart des médicaments sont de moins en moins chers, mais c'est l'arrivée des nouveaux médicaments innovants qui pose des questions. Dans le cas du Sovaldi, par exemple, l'ONG Médecins du Monde a tenté de contester le brevet détenu par l'entreprise Gilead. L'ONG revient aussi sur le rôle de la recherche publique dans cette découverte. Parce que la propriété intellectuelle est vraiment au centre de cette industrie. Elle va fortement impacter les activités des entreprises pharmaceutiques. Le brevet de Gilead est aussi remis en cause par plusieurs autres entreprises pharmaceutiques. Tous ces conflits légaux très coûteux font eux aussi partie du modèle économique. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on va vers une généralisation de ce modèle où les médicaments innovants, qui ne s'adressent qu'à une petite population cible, sont très élevés, sachant qu'on est un peu, je dirais, dans une causalité renversée, c'est-à-dire que les prix sont très élevés parce que la population cible est très petite, et que donc pour que le laboratoire puisse avoir un retour sur investissement, et donc investisse dans ces secteurs, il faut assurer des prix élevés. Mais en même temps, de plus en plus, ça va dans l'autre sens, les laboratoires investissent dans des secteurs où les populations cibles sont petites parce qu'ils savent qu'ils auront le bénéfice d'un prix élevé. Donc ça va dans les deux sens et c'est une escalade. Donc la question c'est jusqu'où est-ce que c'est tenable ? Mais est-ce que notre manière de produire de nouveaux médicaments est efficace? Ou est-ce que notre réticence à payer ces prix pourrait nous conduire à ralentir le progrès? Ou pourrions-nous avoir la même efficacité pour moins cher? Toutes ces questions montrent à quel point la santé est aussi une question économique. Mais l'objectif n'est pas, en tant qu'économiste, de faire des économies, pas du tout. L'objectif, c'est de se dire, y a-t-il une valeur à cet investissement? Il nous faut des outils pour mettre en regard les bénéfices et les coûts. Donc quand quelquefois on me demande de venir faire un chiffrage de coûts, je réponds, ça c'est pas mon métier. Mon métier, c'est de réfléchir à la façon dont la valeur se définit. Et cette valeur, c'est bien sûr, ça coûte tant, mais qu'est-ce qu'on gagne avec cet investissement? Et c'est là la vraie question. Avec l'épidémie SARS-CoV-2, on revient à l'origine de la recherche médicale. À l'époque de Gertrude Ilion, où il fallait trouver des remèdes pour des maladies qui touchent des centaines de millions de personnes. Les remèdes ou vaccins efficaces contre cette pandémie seront des blockbusters. On peut s'attendre à ce que les laboratoires qui les trouveront réaliseront un profit important, même avec un traitement peu cher. Mais cette urgence sanitaire a aussi mis en évidence les limites de la propriété intellectuelle. Elle est un frein à la propagation des idées, et c'est son but, même quand ces idées peuvent sauver des vies. En mars, plusieurs journaux ont rapporté que des Italiens avaient réalisé une impression 3D de pièces de valves de respirateurs et qu'ils auraient été menacés de procès ensuite par l'entreprise ayant conçu cette pièce à l'origine. Une enquête de The Verge indique que les choses ont été exagérées, aucune entreprise n'a menacé de porter plainte. Par contre, on voit clairement comment les brevets ont pour but de refuser l'accès à des idées, des plans ou des recettes de médicaments. Et ça, même si des vies sont aujourd'hui en jeu. Un grand merci à Lise Rochex et aux Journées de l'économie de Lyon qui organisent de superbes conférences tous les ans. Merci également à Flantier, Jig Jack, Mad Company, M de Page, Delarobia, David Esté et Raxa de nous avoir aidés lors de notre émission Twitch de préparation d'épisodes. Et puis, comme d'habitude, nous serons en direct sur Twitch le soir de la publication de cette vidéo pour discuter de ce sujet avec vous. C'était Stupid Economics. Sur ce...